Tout semblait écrit d'avance. 18 ans après son premier sacre à Miami, Novak Djokovic avait rendez-vous avec l'histoire. Son 100e titre en carrière, son 41e Masters 1000 et l'occasion de devenir à 37 ans le joueur le plus titré en Floride. Et pourtant, coup de théâtre en finale, 2 tie-breaks, une intensité folle et un nom que personne n'a vu venir, Jakub Mensik. Le jeune Tchèque a fait tomber la légende avec un calme déroutant et une puissance qui a brisé tous les codes. Le sacre historique de Djokovic devra attendre. Et ce Miami 2025, qu'on pensait cousu de fil blanc, s'est transformé en véritable tremblement de terre. Alors, que retenir de cette édition? Mensik, nouvelle star du circuit, Djokovic en retard ou toujours aussi dangereux, Miami édition 2025 a livré ses vérités et on les décrypte maintenant. Le tournoi de Miami est historiquement plus rapide que celui d'Indian Wells, et ce, malgré le fait que désormais, les deux tournois aient le même fournisseur, Lake Cold. On a quand même des conditions différentes en Californie et en Floride, et ça s'est confirmé sur les premiers matchs qu'on a pu voir à Miami par rapport aux stats qu'on a pu relever, étant donné qu'à Indian Wells, sur les premiers tours, c'était 68,5% de points remportés derrière sa première balle, et à Miami, ça grimpe en flèche. On passe tout de suite à 71,5%, donc on a des conditions plus rapides, plus d'humidité, ce qui fait qu'on a un rebond plus bas, là où c'était la sécheresse du désert californien à Indian Wells, et forcément la balle giclait beaucoup plus et les conditions étaient ralenties. Naturellement, cela va favoriser des joueurs plus offensifs, des bons serveurs, plutôt une filière courte par rapport à Indian Wells où on pouvait être emmené dans des longs rallyes. C'est exactement ce qu'on a vu tout au long de cette quinzaine en Floride. Pour les moments marquants de Miami, je vais commencer avec une note positive. Et le top, quand même, d'Arthur Fils, qui a su enchaîner quart de finale à Indian Wells, quart de finale à Miami, dans des conditions différentes, où il a souvent reproché son manque de constance. Et là, sur le Sunshine Double, il a été plutôt régulier. Il perd contre Mensik en quart de finale, étant donné que les conditions et l'organisation ne l'a pas favorisé, parce qu'il avait joué la veille contre Alexander Zverev, où il avait de nouveau battu l'Allemand. Il a rejoué quasiment assez rapidement avec un faible temps de repos le lendemain contre le Tchèque. Et derrière, après un premier set au couteau, il lâche totalement dans le second set. Mais c'est quand même plutôt favorable pour Arthur Fils d'avoir des semaines où il arrive à enchaîner. Il a de nouveau battu Alexander Zverev, comme je le disais. L'Allemand, lui, qui est un petit peu en perdition. C'est vrai qu'il a du mal face à ces joueurs un petit peu punchy qui arrivent à dicter leur jeu avec leur côté coup droit et pourtant qui ont des lacunes côté revers. C'est un peu dans les schémas de jeu qu'on a vu contre Stefanos Tsitsipas où le grec arrive à bien manœuvrer l'allemand. Pourquoi? Parce qu'on a un allemand trop timide, notamment avec son revers dans cette diagonale. Il n'arrive pas assez à insister dessus, il n'est pas suffisamment proactif, ce qui fait que ses adversaires, ils arrivent à tourner et faire le jeu avec leur coup droit, notamment dans la diagonale coup droit où l'allemand est bien sûr trop passif et peut faire la faute notamment dans les moments de tension. Donc on a eu une belle remontada dans le troisième set de la part d'Arthur Fils, donc ça c'est assez plaisant. Et derrière, plus de jus contre Mensik, c'était assez prévisible, même s'il a encore son attitude dans le deuxième set où on le sent totalement lâché à se dire quoi qu'il arrive, j'ai pas eu assez de repos, je peux pas faire mieux là, je prends la poudre assez rapidement dans ce deuxième set. Il va devoir corriger, il y a encore quelques petites alertes, je pense, par rapport à son attitude, où c'est un joueur qui a plein de potentiel, dont on sait qu'il y a un énorme ego. Là, il va devoir trouver de la constance. C'est bien d'être au rendez-vous dans ces gros matchs, mais bien sûr, il y a des moments où les conditions ne vont pas lui être favorables, la programmation pareil, et il faudra quand même être présent. C'est ça aussi ce qui fait le caractère des grands champions. Matteo Berrettini, un autre joueur frisson qui a enfin refait un quart de finale au Masters 1000. Le dernier, c'était à Madrid en 2021, où il avait atteint la finale. C'est un joueur dont on a besoin sur le circuit, qui est capable de briller sur n'importe quelle surface. Là, il a fait le match du tournoi contre Tyler Fritz. Il sauve 6 balles de match. Il aurait très bien pu perdre 2 sets. Finalement, il arrive à emmener l'Américain dans un troisième set. Franchement, un super match, même si Tyler Fritz, il domine largement les débats. Mais on a Matteo Berrettini qui fait un début de saison plutôt intéressant, je trouve, et à voir ce que ça va donner sur terre battue, qui est quand même l'une de ses surfaces, et après, bien évidemment, le gazon. Encore un profil popcorn, João Fonseca qui a fait un bon tournoi de Miami avec une ambiance de folie, une victoire en 3-7 contre Leonard Chen, un autre super prospect, et surtout une revanche contre Hugo Humbert. On l'avait vu en Coupe Davis, où tactiquement, ça avait été compliqué pour le Brésilien, et là, il a su corriger le tir, notamment sa position à la relance, où on s'expose au service de gaucher d'Hugo, de reculer un petit peu, ce qui fait qu'il a tout de suite beaucoup mieux commencé l'échange. Après, il s'incline contre Alex de Minaur dans un autre
très très bon match. L'Australien qui a su faire parler une bonne dynamique, notamment à la relance, qui a su faire craquer son adversaire, se montrer plus constant par rapport à son expérience, là où le Brésilien commençait à tirer la langue un petit peu physiquement. Mais c'est encore une belle semaine pour lui et on a hâte de le voir de nouveau concourir. La prochaine fois, ce sera à Madrid sur terre battue, une surface où il peut vraiment faire des dégâts. Un autre fait intéressant, c'est les prospects de la Rafa Nadal Academy qui se sont coordonnés pour faire tous les deux un très bon tournoi. Je parle bien évidemment de Coleman Wong, qui a battu notamment Ben Shelton, et surtout Alexandra Eala, qui arrive en demi-finale, qui a été à ça de s'imposer contre Pegula aussi, qui nous fait une semaine de folie, on y reviendra un petit peu plus tard. Et Wong qui sort Shelton avant de s'incliner contre le lucky loser Walton, l'Australien, qui est aussi une belle histoire de ce tournoi floridien. Des belles histoires du côté des dames, il y en a eu d'autres, avec la découverte de la pépite canadienne Victoria Mboko. Franchement, j'ai été impressionné, elle s'incline dans un énorme combat contre Badoza. Au deuxième tour, elle a décroché sa première victoire sur le circuit principal contre Osorio. C'est une joueuse très complète, agressive. Et en 2025, sur le circuit ITF, c'est 20 matchs disputés pour 20 victoires avec 0,7 de perdu. L'autre belle histoire, c'est le retour d'Emma Raducanu qui, à 22 ans, a disputé son premier quart de finale en WTA 1000. La joueuse qui s'était imposée à l'US Open il y a quelques années, qui maintenant a des pics de forme ponctuels. Là, elle a fait un super tournoi quand même. Elle te sort Navarro et Anisimova. Même si Anisimova, là aussi, elle a eu un problème de programmation où elle finit à 3h du matin contre Andreeva. Elle doit rejouer à 15h le lendemain. C'est toujours très compliqué. Mais la Britannique a quand même eu un super parcours. C'est à souligner, je sais qu'il y a des fans d'Emma Raducanu dans les commentaires, donc je pense que vous avez dû être contents et apprécier sa semaine floridienne. On va pas se le cacher, on a quand même eu des grosses déconvenues également, les défaites précoces de Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, respectivement contre David Goffin et Jaume Munar. Carlos Alcaraz qui, comme on le sait, lui, il a une direction artistique avec des primes très élevés, des niveaux de jeu moyens qui sont moins constants, qui sont moins impressionnants, où ça peut vite dégoupiller à la faute. Et je sais que beaucoup vont se dire surcoté, ils l'attendent comme le Messi à performer chaque semaine. Mais encore une fois, ce n'est pas dans l'ADN de Carlos Alcaraz par rapport à son style de jeu à risque. Il y a des jours où ça va tout rentrer, ça va être incroyable. On va se dire waouh, le gars il est trop fort. Mais par contre, quand ça rentre pas, c'est vraiment assez moche et il n'a pas cette capacité à faire le dos rond pour se sortir de situations compliquées. Là, on l'a vu contre David Goffin, qui est quand même le Belge, sur les 52 dernières semaines, a battu Alcaraz et Zverev. Chapeau à lui, qui est capable de gros coups, sachant qu'il a cette prise de balle précoce, il tient sa ligne, et on sait que Alcaraz, si on lui prive de temps, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il a des chantiers en cours, que ça soit le service, le revers. Le service, honnêtement, ça reste assez mitigé quand même, par rapport à ce qu'il a montré. Ok, il y a eu quelques belles performances à l'Open d'Australie, mais dès qu'on pressurise un petit peu à la relance, il ne sait plus trop quoi faire. Et pareil, côté revers, ok, c'est plus compact, mais du coup, derrière, il perd du contrôle. Et si on arrive à l'accès dans cette diagonale-là, comme l'a fait Novak Djokovic à l'Open d'Australie, il n'y a plus personne qui répond. Ce qui inquiète surtout, c'est que son coup droit, depuis le début de la saison, c'est pas ça quoi. C'est quand même un coup fort chez lui et il n'arrive pas à faire mal dans ce compartiment de jeu-là. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant. Et on a vu des schémas de jeu de la part de David Goffin, qui ont été utilisés par Novak Djokovic et par d'autres joueurs qui mettent à mal Carlos Alcaraz, notamment le service côté égalité quand tu fais le slice sortant sur le coup droit de Carlos Alcaraz, où il a du mal à remettre cette balle. À Wimbledon, l'an dernier, il avait trouvé la parade avec des retours un petit peu bloqués. Là, il ne sait pas trop quoi faire. Soit c'est une balle courte, soit c'est dans le filet. Et ça, David Goffin, il a eu plein de points gratuits avec ce schéma de jeu. D'autant plus qu'après, il a su tenir sa ligne, que ça soit à la relance, dans l'échange. Et c'est tout de suite lui qui a asphyxié son adversaire. Et là, Carlos Alcaraz n'y arrivait plus. Daniil Medvedev, c'est presque encore pire parce qu'il y a eu un petit regain quand même, je trouve, sur ces dernières semaines. On le sentait plus solide sur sa défense. Il servait peut-être un petit peu mieux. Bien sûr, on peut très vite refaire des pas en arrière et c'est exactement ce qui s'est passé contre Jaume Munar. Jaume Munar, les amis, le Russe qui perd contre l'Espagnol. On l'a senti vraiment ultra lent. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait là sur le court, mais c'était extrêmement compliqué. Il n'arrivait pas à faire la différence au service, dans les échanges. La balle, il enchaînait les gros soins directs. En plus, là, on rentre sur la période qu'il adore, la terre battue. Même si son dernier titre remonte à Rome en 2023, ça risque d'être très compliqué pour Daniil Medvedev, qui là va sortir du top 10. Il a quand même après quelques points à défendre à Wimbledon. Franchement, la dégringolade peut être brutale
pour le Russe. Et là, on a à l'inverse d'un Carlos Alcaraz qui a quelques chantiers techniques sur le service, sur le revers, un Medvedev qui a du mal à proposer quelque chose de nouveau. Maintenant, on sait le jouer. Et hormis s'il fait un match au prime, que ça soit au service avec des deuxièmes premières et qu'il défend de façon impeccable, ce dont j'ai des doutes, où il a du mal à le faire de façon constante, finalement il s'expose de plus en plus et on sait comment battre Daniil Medvedev. Un Russe peut en cacher un autre, Andrei Roublev, qui a encore contre-performé, et c'est presque devenu normal. Entre 2020 et Dubaï 2024, c'est 78 victoires pour 14 défaites sur ses premiers tours, et depuis cette disqualification à Dubaï, c'est 16 victoires et 13 défaites sur tous les premiers tours qu'il a disputés. Et là, son bourreau se nomme Zizou Berg. Voilà, Andrei Roublev qui a regagné un titre il y a quelques semaines, lui aussi n'est pas à l'abri d'être beaucoup moins constant, même si à chaque fois il arrive à s'en tirer en faisant quelques gros runs par-ci par-là. Mais le tennis russe, c'est pas évident en ce moment. On voit plein de nouveaux profils qui arrivent et ceux-là qui peinent à se renouveler et s'ils ne réagissent pas, vont très vite tomber au classement. J'ai pas envie de leur jeter la pierre, mais on a eu également les deux finalistes d'Indian Wells qui sont partis assez rapidement, en la personne d'Holger Rune et Jack Draper. L'un qui a perdu contre Mensik et l'autre qui a perdu contre Opelka. Honnêtement, c'était un petit peu utopiste de penser qu'ils allaient pouvoir enchaîner coup sur coup sur des conditions différentes. Jack Draper, là, fallait qu'il s'en remexe. Il joue contre Mensik, en plus, qui a un profil qui peut être très dangereux dans ces conditions rapides, qui est très très solide, on l'a vu par la suite du tournoi. Et Holger Rune, qui joue un peu contre son cauchemar, un gros serveur. On sait que Holger Rune, il n'a pas trop de stratégie à la relance, c'est un peu au feeling. Soit je me rue sur les services de l'adversaire, ça passe, sinon ça casse. Et quand tu as un joueur comme Opelka qui sert le feu, forcément c'est devenu très très compliqué. Donc je suis pas étonné de ces contre-performances. Par contre, là encore, une contre-performance qui fait mal, c'est celle de Coco Gauff qui n'y arrive plus du tout. En 2025, elle a eu cette victoire référence contre Swiatek en début d'année et depuis, elle se cherche, la perdre en 2-7 contre Linette. Et pareil pour Mirandreval, je vais pas dire que c'est un flop parce qu'elle avait quand même un tirage pas évident, elle avait enchaîné coup sur coup. Là, elle fait un gros match contre Anisimova, franchement, des revers somptueux. Cette capacité d'Anisimova aussi à attaquer longue ligne, cette puissance qu'elle a dans ce revers, qu'elle arrive à tenir parfaitement la Russe. Donc, honnêtement, c'est des contre-performances qui peuvent s'expliquer où il y a vraiment des circonstances atténuantes, contrairement à une Coco Gauff ou même à une Swiatek qui arrive en quart de finale, qui fait presque un no-match contre Alexandra Ayala, où on la sentait très nerveuse, elle n'arrivait pas à la relance, à faire la différence. Et pourtant, la joueuse philippine, c'est pas forcément son point fort, le service. Donc Swiatek qui va devoir espérer refaire du jeu, refaire de la confiance avec la terre battue qui arrive. Avant de passer à cette fin de tournoi avec les demi-finales, les finales, si tu ne connais pas, nous c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On aime également te raconter des histoires passionnantes autour du tennis. Je te rassure, dans toutes les vidéos, je ne suis pas forcément enrhumé. Je sais que c'est embêtant d'avoir la voix un petit peu enrhumée. Je me soigne, ça va vite guérir, mais pour les autres, tout devrait bien se passer. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'incite à cliquer sur le pouce bleu pour que ça soit poussé dans le YouTube Game et que d'autres passionnés tennis comme toi découvrent notre vidéo, notre travail. Et en parlant de travail, on a Joris qui est en alternance sur notre média depuis la rentrée de septembre 2023. Donc l'idée, c'était vraiment de professionnaliser notre chaîne. La première année, on a le droit à des aides de l'État. Par contre, la seconde année, ces aides disparaissent et on est sur nos fonds propres pour financer l'alternance de Joris. C'est pourquoi on compte sur toi et qu'on a lancé une campagne de financement participatif où chacun peut donner à la hauteur de ses moyens. L'idée, c'est vraiment de pouvoir alléger un petit peu cette alternance par rapport à tout le travail monstrueux que fournit Joris. Donc on a fait plusieurs forfaits, 2 € par mois, 5 € par mois. C'est à toi de choisir. Tu peux également faire une donation ponctuelle. Encore une fois, je le répète, à la hauteur de tes moyens. Un grand merci à toi si tu fais partie de nos donateurs. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, la fin du tournoi floridien a été marquée par des surprises chez les messieurs et également chez les dames. On a eu des joueurs et des joueuses expérimentés, mais également d'autres surprises, d'autres pépites qui sont apparues. Donc du côté des messieurs, on a eu le Djokovic Dimitrov et le Mensik Fritz. Et du côté des dames, on a eu Pegula Eala et Sabalenka Paolini. Donc on peut voir, rien que par rapport aux affiches, sans rentrer un peu plus en détail, on va avoir l'occasion de s'y plonger. On a des joueurs qui ont plutôt bien marqué 2025, ou en tout cas des joueuses, notamment Sabalenka qui est très très en forme. Des surprises, des jeunes joueurs qui percent, du Mensik, du Eala, et d'autres
qui se sont remis un petit peu les idées à l'endroit, où c'était un peu compliqué quand même ce début de saison. Je pense à un Djokovic, à un Fritz ou une Paolo Nini. Sans surprise, Novak Djokovic s'est défait en demi-finale de Grigor Dimitrov. Ça fait maintenant 13-1 dans les confrontations entre le Bulgare et le Serbe. Et la dernière victoire du Bulgare contre le Serbe remonte déjà à très loin, à Madrid. C'était sur terre battue. On sait que Novak Djokovic s'est parfaitement manœuvré. Grigor Dimitrov, qu'est-ce qu'on a vu dans ce match? Déjà des conditions venteuses. On a eu un Bulgare qui a eu du mal à servir, qui a été moins performant que d'habitude, avec seulement 53% de première balle. Et c'est également sur son coup droit, qui a été son point défaillant dans cette rencontre. 20 fautes directes, il n'arrivait pas à faire le jeu. On sait que d'habitude, Djokovic, il va plutôt insister sur son revers, ou Dimitrov, il essaie de casser un petit peu le rythme avec du slice pour l'amener au filet, pour ensuite le passer. C'est ce qu'il a pu montrer sur le premier jeu, où il arrive à breaker Novak Djokovic, mais sur un jeu, ça ne suffit pas, il faut le faire sur l'ensemble d'une rencontre, sur plusieurs jeux, sur plusieurs sets, et ça, il n'a pas du tout été en mesure de le faire. Un Grigor Dimitrov qui, en plus, devait être un petit peu émoussé de son énorme combat contre Francisco Cerundolo. Je n'ai pas parlé dans les tops, mais l'Argentin a fait une superbe semaine. Vraiment, c'est un tournoi qui lui réussit bien. Ndiaye, il avait déjà su montrer de belles choses à Indian Wells. Et là, Grigor Dimitrov, la marche était trop haute face à un Novak Djokovic clinique qui a su pressuriser un petit peu le coup droit du Bulgare, qui a vu que ce coup était un petit peu défaillant dans ce jour-là. Et surtout, 83% de première balle. Enfin, dans ces conditions rapides, c'est extrêmement dur pour les adversaires de Novak Djokovic de pouvoir faire quelque chose. Et c'est finalement l'autre demi-finale qui a été plus intéressante entre Jakub Mensik et Taylor Fritz, un duel de cogneurs qui fait 3-7, qui se termine au tie-break, où il y a eu un seul break, et c'est Taylor Fritz qui a réussi à prendre le service de son adversaire, donc un match intéressant qui s'est joué à quelques détails. On savait que Taylor Fritz, il avait des armes à faire valoir, notamment sur son côté coup droit, où il était plus régulier que le Tchèque, où il peut être un petit peu inconstant, et également à la relance, où il arrive bien à retourner pour pouvoir s'engouffrer sur les secondes de son adversaire. Là, on a eu un Taylor Fritz qui s'est montré peut-être un petit peu trop passif sur les secondes adverses, où il a réussi à remettre un pied dans le terrain dans le deuxième set, où il s'est montré très agressif, et d'ailleurs derrière il arrive à breaker sur ses seules opportunités de ce match. Mais après ça a été un petit peu trop timide, et surtout la faute aussi à Jakub Mensik qui a fait un match très très solide au service, et également du fond du court, notamment côté coup droit, où on a senti Taylor Fritz qui essayait d'installer l'échange dessus, et Jakub Mensik, il s'est montré irréprochable. Franchement, en termes de service, c'est très très propre. Je vous invite à voir le geste au service de Jakub Mensik, qui pour moi est le plus fluide, le plus propre du circuit. Il fait très très mal. Derrière, c'est solide des deux côtés, et il a réussi à faire la différence dans les deux tie-breaks contre Taylor Fritz. Donc voilà, ça se joue à quelques détails. Je pense pas qu'il ait de grands regrets. L'Américain, lui qui avait déjà fait un énorme match contre Matteo Berrettini, Jakub Mensik qui se retrouve en finale contre Novak Djokovic 1-0 dans les confrontations. Les deux joueurs se sont joués il y a quelques mois à Shanghai, déjà dans des conditions rapides. Ça avait fait 3-7. Donc on a un joueur tchèque qui va disputer sa deuxième finale après Doha 2024 pour son premier titre, et en face Novak Djokovic qui lui joue pour son 100e titre. Et finalement, c'est Jakub Mensik qui a décroché son premier titre en carrière avec une victoire 7-6, 7-6 contre Novak Djokovic. Son 100e titre attendra pour le joueur serbe. On a eu une finale très plaisante, sans doute la meilleure en Masters 1000 depuis celle de Cincinnati 2023 qui opposait Novak Djokovic à Carlos Alcaraz. Et pourtant, ce n'était pas gagné parce qu'on a eu de la pluie. Donc la finale a été retardée, ça devait commencer à 21h heure française. Finalement, ça a commencé à 2h40 du matin. Et avant le match, on a vu des images de Novak Djokovic avec l'œil droit gonflé. Donc on était en droit de se demander si finalement on allait avoir un match par rapport à ces conditions météorologiques, et également les conditions physiques du joueur serbe. Et ce match, on l'a eu avec une performance extrêmement solide de Jakub Mensik, qui a très rapidement mené les débats en faisant le break, le premier dans cette rencontre, pour mener 3-0 dans le premier set. Il va se faire débreaker, et finalement ça va être les deux seuls breaks de la partie. Ensuite, il va vraiment faire la différence sur les deux tie-breaks. On va sentir un Novak Djokovic un petit peu touché physiquement, notamment dans ces conditions extrêmement humides. Pourtant, il fait pas un mauvais match, le Serbe. Quand on regarde les statistiques, c'est quand même 76% de première balle, mais derrière, il a perdu un petit peu de réalisme dans les occasions, notamment en fin de set, dans les tie-breaks. Là où Jakub Mensik, il a été irréprochable. Les 5 tie-breaks qu'il a disputés en Floride, il les a remportés. On a vu un Novak Djokovic, dès le début de la rencontre, de tenter le slice longue ligne sur le coup droit de son adversaire. On sait que Jakub Mensik, il doit faire un effort de positionnement, notamment sur ce côté de coup droit avec des balles extrêmement basses. Pourquoi ? Parce qu'il a un coup droit avec une très faible rotation par minute, ce qui fait que c'est compliqué pour lui de relever ces balles extrêmement basses. C'était un schéma de jeu plutôt payant par rapport au coup droit, qui a été
peut-être sa seule faiblesse entre guillemets de la semaine où il pouvait commettre de vilaines fautes, même s'il a été plutôt costaud contre Tyler Fritz. Mais derrière, Jakub Mensik au service, c'est super solide. Je vous avais parlé de son geste qui est très très propre. C'est 56% de première non retournée. Le gars, franchement, il va faire des malheurs dans les années à venir. Ça commence déjà très très fort avec son premier sacre pour sa deuxième finale. Lui qui s'était incliné à Doha contre Ratchanov. Là, un premier titre en Masters 1000. Il est tout jeune. Franchement, on a de très beaux prospects qui arrivent. Et cette finale, c'est exactement le même score que la finale entre Andy Murray et Novak Djokovic à Cincinnati 2008. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'une heure avant son premier match dans ce tournoi, Jakub Mensik qui pensait à se retirer, étant donné qu'il avait un souci au genou. Finalement, ça se n'est pas fait. Et derrière, il a fait un parcours de folie. Et du coup, on l'a vu si agressif, peut-être de se dire, je peux pas trop puiser sur mon genou. Vraiment, donc essayer de passer un maximum de première balle et d'être le plus offensif possible, notamment dans son premier tour contre Jack Draper. Il sera 24e ce lundi. Et Djokovic, on en pense quoi? Est-il véritablement de retour? Il y a plusieurs choses à retenir. Déjà, c'est un petit peu le schéma qui s'installe par rapport à ses défaites en 2025, notamment contre un certain type de profil de joueur. Je parle bien évidemment des grands serveurs. On a vu des défaites contre Opelka. Il y a eu l'abandon contre Alexander Zverev, contre Matteo Berrettini et maintenant contre Jakub Mensik. On voit qu'il y a des similitudes dans ces défaites. Si je reprends celle contre Opelka, 0 break contre l'Américain, 20% de points gagnés à la relance pour Novak Djokovic. Contre Zverev, c'est un peu moins parlant, sachant que c'est que sur un set et il y a eu cet abandon. Mais là encore, c'est 0 break, 18% de points gagnés à la relance. Contre Matteo Berrettini, 0 break, toujours 24% de points gagnés au retour. Et contre Mensik, un break seulement et 31% de points gagnés à la relance. Donc s'il y a bien une zone finalement où Novak Djokovic a décliné, c'est vraiment je pense ses réflexes, notamment à la relance. On a pu le voir également sur quelques-uns de ses matchs contre Hugo Carabelli dans le deuxième set où il avait plus de mal à retourner les premières de son adversaire. Là on le sent un petit peu moins vif, il a perdu un petit pas, lui qui était si menaçant à la relance. Maintenant finalement contre ses gros profils, gros serveurs, c'est compliqué pour lui. Et au-delà de ça, au-delà de ces similitudes qu'on a pu voir dans ces défaites, qu'est-ce qu'on en pense véritablement de Novak Djokovic, là, après Miami 2025? Est-ce que c'est un vrai retour? Je vous vois Amir, je suis sûr que vous allez dire, vous l'avez enterré et il est encore là, il montre qu'il peut encore triompher et gagner un 100e titre. Je suis totalement d'accord avec ça, il n'y a aucun souci, à aucun moment on a enterré Novak Djokovic. En fin d'année, on voyait encore top 10 en 2025. Et pareil, sur sa déconvenue à Indian Wells, j'ai bien dit que Novak Djokovic, il s'en foutait un petit peu de tous ces tournois de préparation. Ce qui l'intéressait, lui, c'était les majeurs. Par contre, là où on émet des réserves, et on peut parler de fin, c'est sa capacité à triompher de nouveau en Grand Chelem et aller chercher un 25e titre en majeur. Pour moi, il y a deux choses. Novak Djokovic, s'il se donne les moyens, il peut gagner un 250, un 500, voire un Masters 1000, encore plus dans des conditions qui lui sont favorables, c'est-à-dire des conditions rapides. C'est exactement ce qu'on a vu là. Parce que si on enlève les Jeux Olympiques et cette parenthèse enchantée où il s'était donné vraiment cet objectif d'aller chercher l'or olympique, le dernier grand titre qui lui manquait, ces dernières finales, c'est où? C'est à Wimbledon, après une opération du genou en plus, dans des conditions rapides où il peut mettre en avant son jeu offensif, son service plus sain. On a vu encore qu'il pouvait être porté par son service. Pareil à Shanghai, et là encore, pareil à Miami, rebond bas. Un service qui a très bien fonctionné, même en finale. Et il fait d'ailleurs encore un gros résultat. Donc Djokovic, il peut encore briller sur ces tournois-là. Par contre, sur des surfaces un petit peu moins rapides, où c'est beaucoup plus lent, comme on l'a vu à Indian Wells, sur terre battue, où il doit trouver le bon équilibre entre agressivité et contrôle, notamment avec son coup droit, c'est moins évident. Par contre, derrière la sentence, il a fait finale à Wimbledon, il a fait finale à Shanghai, il a fait finale à Miami, mais à aucun moment il n'a réussi à prendre un set dans ces finales. Derrière, la dernière marche est un peu compliquée pour Novak Djokovic, donc ça c'est vraiment le premier point. Et le second point qui pour moi relativise un petit peu son retour au plus haut niveau, en tout cas le retour par rapport aux déconvenus qu'on a pu voir récemment à Indian Wells et aux autres tournois, c'est quand même son tableau. Certes, Novak Djokovic a très bien joué, il a profité de ses conditions rapides, il a très bien servi, ce qui fait qu'il peut aller dans une filière courte. Par contre, son tableau, il faut qu'on en parle 5 minutes quand même. Au niveau de ses adversaires, Ishikata qu'il avait déjà battu à Brisbane, Hugo Carabelli, qui est un joueur de terre battue, Musetti qui arrive à l'embêter mais sur des surfaces lentes, notamment sur terre battue, Sebi Korda qui en plus était blessé au poignet, qui a d'ailleurs un break dans le second set mais n'y arrive pas, un choker pro.
Ensuite, Dimitrov, qui était complètement cuit et qui n'a plus du tout les armes pour battre Novak Djokovic. Et derrière, il perd contre Jakub Mensik. Et donc, certes, quand tu passes du service de Hugo Carabelli au service de Jakub Mensik, c'est pas la même histoire. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu voir. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à relativiser. Pour moi, il y a plusieurs points. Et encore une fois, bien évidemment, Novak Djokovic est capable de gagner des titres. Mais est-il capable de gagner un majeur? Ça, c'est vraiment la question. On va le voir là dans les semaines à venir parce que par rapport à l'an dernier, il est quand même en avance par rapport à ses temps de passage. Il va jouer Monte-Carlo, Madrid, Rome, à voir ce qu'il veut faire à Roland-Garros, même si pour moi, son meilleur coup reste à Wimbledon. Attention à ne pas se blesser. Du côté des dames, Alexandra Eala te sort Ostapenko, Keys, Giantec. Elle est à 2 doigts de faire tomber également Pegula en demi-finale. Franchement, chapeau à la joueuse des Philippines, âgée de 19 ans, un pur produit également de la Rafa Nadal Academy. C'est vrai que ça fait du bien de voir des profils comme ça, rafraîchissants. On a une joueuse avec un QI tennis très élevé, une prise de balle précoce. Elle avait déjà fait parler d'elle chez les juniors quand même, parce qu'elle avait gagné l'US Open 2022 en sortant notamment Andreeva et Mboko que j'ai parlé précédemment. Donc là, on va vraiment la suivre pour voir si ça débloque. Franchement, elle est pétillante, elle est solaire. Cette joueuse, on l'a vu à la fin célébrer après sa défaite contre Pegula. On se demandait presque si c'est elle qui avait gagné. Pegula, justement, l'américaine qui se relance parce que elle aussi, malgré un titre à Austin, c'est un début d'année plutôt timide qui a fait parler son expérience dans cette demi-finale. Et en finale, elle allait jouer contre Sabalenka, la Biélorusse qui mène 6-2 dans les face-à-face. Sabalenka qui a encore une fois été irréprochable sur cette semaine floridienne. C'est ce qu'on a vu à Indian Wells, même si à la fin, c'est Miranda Andreeva qui s'est imposée. Mais là, elle arrivait encore dans d'excellentes dispositions, dans des conditions plus rapides qui lui vont parfaitement bien. Et la tendance s'est confirmée avec une victoire en 2-7 de Sabalenka, 7-5, 6-2. 19e titre en carrière qu'elle remporte. Celui-ci en plus sans concéder le moindre set. C'est assez costaud en Floride. On a eu un match décousu avec des conditions particulières, il faut le noter. Beaucoup de vent. Un premier set avec 7 breaks en tout. Une Sabalenka qui a eu du mal à rentrer dans cette rencontre, à trouver ses marques, ses repères, avec forcément ses conditions. Il fallait trouver le bon contrôle, mais elle a pu s'appuyer quand même sur son service et notamment sa seconde balle qui est moins attaquable que celle de l'américaine. Et Pegula dans ce match, elle a fait preuve de belle défense, mais elle a vraiment du mal à faire la différence avec son manque de puissance. Également son service face à une joueuse comme Sabalenka, donc des fois elle peut s'appuyer avec un beau contre si elle arrive à exposer un petit peu Sabalenka, mais c'est trop rare sur 1 ou 2 points. Mais sur l'intégralité du jeu rencontre, à la fin, c'est quand même la Biélorusse qui est au-dessus. Et mine de rien, Sabalenka aura participé à la finale de chaque gros événement, l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami, la patronne incontestée. Le Sunshine Double, c'est terminé, et comme à chaque Masters 1000, on a eu son lot de surprises, avec bien sûr des joueurs expérimentés qui ont su tirer leur épingle du jeu, mais d'autres qui ont su franchir les obstacles pour arriver loin dans le tournoi. Et maintenant, ça va devenir un petit peu la référence. On a l'impression que les Masters 1000, c'est de plus en plus des tournois de préparation et que les juges de paix, c'est un petit peu les grands chelems et que la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. En témoignent d'ailleurs tous ceux qui ont eu des difficultés à enchaîner entre Indian Wells et Miami, et à l'inverse, ceux qui n'ont pas forcément performé à Indian Wells mais qui ont réussi à aller loin à Miami. Bien sûr, il y a des conditions qui sont différentes, donc forcément des styles de jeu qui vont ressortir. Et c'est là que c'est compliqué, je me répète, mais parce qu'on n'a pas vraiment de fil conducteur, d'histoire à raconter autour de ça. Honnêtement, avoir un vainqueur toutes les semaines différentes, c'est chouette, parce que tu vas voir différents profils. Tu vas dire, ce joueur il a retrouvé des couleurs, finalement non, la semaine d'après, il y a un autre joueur qui pop, c'est génial, tu as une densité assez incroyable, mais cette densité, elle est due aussi parce qu'il y a un niveau moyen qui a baissé. Et je sais que à l'époque, certains pouvaient être frustrés qu'il y ait 3 gros monstres qui raflent tout sur leur passage, et ça montre encore plus à quel point c'était impressionnant, qu'ils répondent présents chaque semaine, qu'ils se rencontrent presque chaque semaine en finale. Là, on a des Alcaraz qui vont avoir un prime à un moment, c'est chouette, mais derrière, ça manque de constance. On va avoir d'autres joueurs qui vont plus réussir dans certaines conditions que d'autres. C'est là que c'est un peu déroutant, je trouve, où c'est difficile d'engager les personnes, que ça soit attractif, notamment sur le circuit messieurs, ou peut-être le circuit féminin. On arrive à avoir plus de têtes de pont et avoir une certaine constance, ce qui n'était pas gagné, vu l'historique qu'on a sur le circuit féminin. Donc voilà, c'est un peu l'avis que j'ai dressé à Indian Wells, c'est un peu le même que je vais dresser à Miami, et ça sera pareil avec la terre battue, où les cartes vont être totalement rebattues, et que, encore une fois, je le répète,
la culture de l'instant, finalement, maintenant, c'est fini parce que la vérité du jour ne sera pas forcément celle du lendemain. Et en plus, avec tout ça, on n'est pas aidé par les formats, le contexte, parce que des Masters 1000 en 10, 12, 15 jours, c'est bien pour la récupération des joueurs, mais ça crée aussi un faux rythme. Parce que oui, les joueurs peuvent se reposer un jour sur deux, mais au final, le fait de ne pas avoir un format condensé, ça fait que tu dois avoir une intensité, que ça soit sur ton tennis, sur ta clarté mentale, plus longue, sur une période plus longue. Avant, tu me disais, voilà, sur 5 jours, je donne tout, c'est OK. Maintenant, il faut que tu donnes tout sur 12 jours, sur 15 jours. Et tout ça, ça aide pas à avoir un circuit constant. Ce qui fait qu'on a plein de phénomènes comme ça qui viennent se rajouter. D'autant plus que la plupart des jeunes joueurs, ils ont grandi avec Djokovic, Nadal, Federer, qui étaient plutôt en fin de carrière et qui choisissaient leur planning pour atteindre leur pic de forme en Grand Chelem. Et j'ai l'impression que pendant les jeunes, finalement, ils font ça alors qu'ils ont 20 ans et que les Rafa Co, ils faisaient ça à 35, 36 ans. Ce qui fait que, voilà, on a un modèle qui est un petit peu différent. Les parts du gâteau, il y en a pour tout le monde, même si globalement, je pense que les majeurs, ça va se resserrer. Mais c'est autre chose. Je pense qu'il y a des pour, il y a du contre. En tout cas, voilà mon avis sur ce Sunshine Double. On va tout de suite se projeter sur la terre battue avec le premier gros événement qui arrive, qui est bien sûr Monte Carlo. Et en plus, c'est sur une semaine, on va se régaler. D'ici là, si tu veux patienter, je t'invite à aller voir cette vidéo de Josh qui revient sur la rivalité entre Nadal et Federer qui a justement commencé à Miami.